Aujourd'hui, 25 octobre, la bataille pour l'agglomération de Pokrovsk-Mirnorad, comme l'écrivent les experts, touche à sa fin logique. Et bien que personne n'ait officiellement annoncé la fin complète de l'opération, tout y mène de fait. Si l'on en croit les correspondants de guerre, les combattants ukrainiens restants sont pris au piège dans des passages souterrains, dans les ruines où la vie urbaine ordinaire bouillonnait autrefois. Aujourd'hui, cet endroit ressemble davantage à une scène de film post-apocalyptique. Fumée grise, débris, quelques rares éclairs de combat, et tout cela alors que Kiev, semble-t-il, a déjà renoncé à ses troupes. Ni ravitaillement, ni réserve, ni même tentative de percer l'encerclement, tout est figé. Une chaîne Telegram qui souvent voit juste a écrit que la logistique de l'ennemi était littéralement asphyxiée. Les convois de munitions avancent manqués péniblement, les routes sont sous le feu et chaque sortie est un jeu de roulette russe. Le ravitaillement est pratiquement à l'arrêt et pour être honnête, l'issue ne fait plus de doute. On écrit que les pertes du côté ukrainien atteignent des centaines de personnes par jour. Les chiffres varient, mais même en prenant une moyenne, il devient clair que ceux qui sont encore à l'intérieur de la ville ne tiendront pas longtemps. Tout se passe comme s'ils n'avaient même pas de plan B autrefois. Les généraux de Kiev comptaient sur une résistance localisée. L'idée était que chaque quartier devienne une forteresse, mais il s'est avéré que l'idée sur le papier et la réalité sont deux choses bien différentes. Les groupes d'assaut des unités russes progressent méthodiquement, se retranchant dans chaque quartier. Les positions où les combattants ukrainiens tenaient encore hier sont aujourd'hui nettoyées et fortifiées par les nôtres. Et là, comme on dit, le choc est devenu inévitable. L'ennemi a manqué l'essentiel, le contrôle des points clés de la ville. Et lorsque ces points passent entre des mains ennemies, tout s'effondre. Maintenant, l'offensive se poursuit sur tout le périmètre et elle ne ressemble certainement pas à une action temporaire. Dans un corps, Yuri Kotonok décrit ce qui se passe de manière assez claire. Les forces russes avancent simultanément depuis plusieurs directions, notamment depuis Novoukhaïnka et Tchounichin, perçant les défenses et s'insérant littéralement en coin entre Pokrovsk et Mirnorad. Ce n'est pas seulement une manœuvre tactique, c'est un moyen de diviser un grand groupe en plusieurs petits pour ensuite les détruire un par un. Selon lui, la situation est particulièrement difficile pour les Ukrainiens sur le flanc nord. Là, il y a une progression active vers Rykhin. Si les routes Mamtoki et les routes menant à Pokrovsk se retrouvent sous notre contrôle, la ville sera définitivement encerclée. Et ce n'est plus seulement un siège, c'est en fait la fin. Oui, certains essaieront peut-être de s'échapper en petits groupes, mais il faudra abandonner le matériel, les munitions, les blessés, tout cela. Kotenok dit clairement qu'un scénario de déblocage du groupe encerclé semble presque irréel, à moins d'un miracle. Mais les miracles, comme on le sait, sont rares dans de telles conditions. Pendant que tout le monde suit l'évolution de la situation aux frontières occidentales, en Europe, entre autres, l'atmosphère est également tendue. C'est là qu'entre en scène un tout autre héros, le navire de débarquement russe Alexandre Chabalin, et ce moment honnêtement semble même symbolique. Le navire a jeté l'ancre au large de la côte de Lübeck en Allemagne, une vieille ville portuaire où tout est généralement propre et calme. Et apparemment, rien de spécial ne se passe. Le navire est juste là, ne viole pas les frontières, ne s'approche pas de la côte, mais il s'est avéré que même cela a suffi à déclencher une vague d'inquiétude en Europe. Les médias allemands publient sans cesse des titres du genre « Les Russes sont à nos portes ». La police locale a immédiatement envoyé un patrouilleur et les Danois ont également participé avec leurs vedettes. Tout le monde observe, enregistre, rapporte. Un représentant de la police allemande a même souligné séparément que, formellement, le navire ne viole rien, mais que, soi-disant, nous le surveillons. Et tout cela semble amusant, voire révélateur, car il s'agit en fait d'une simple présence. Rien de menaçant, juste une démonstration de force. Et la réaction est comme si une nouvelle guerre froide avait commencé. Les experts ont immédiatement rappelé les temps anciens où la simple apparition d'un navire russe au large des côtes européennes provoquait un tic nerveux chez tout le monde. Certains analystes ont même déclaré « Si un seul navire provoque autant de panique, que se passera-t-il si toute la flotte apparaît dans la Baltique ?» Et on ne peut pas dire que ce sont des mots en l'air. L'époque où la Russie observait tranquillement de côté est révolue.
depuis longtemps. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que les Européens discutaient de la raison pour laquelle un navire de débarquement russe s'était ancré au large de leur côte, à Moscou, il semble qu'on se contentait de sourire. Poutine, comme d'habitude, a fait quelques déclarations calmes mais très précises, sans emphase excessive, mais avec cette froideur sous-jacente que tout le monde comprend sans traduction. Il a même plaisanté en disant de ne pas s'énerver et que le navire était juste là à observer, à respirer l'air marin, mais comme d'habitude, dans chacune de ces phrases, on entend toujours un peu plus que ce qui est dit directement. Et l'Europe, semble-t-il, le sent parfaitement. Les journalistes ont écrit qu'après que l'Alexandre Chabaline eut jeté l'ancre au large de la côte, les services allemands et danois n'ont littéralement pas quitté leurs écrans des yeux. Certains ont même calculé la distance, soi-disant seulement quelques dizaines de kilomètres jusqu'à leurs eaux territoriales. Formellement, tout est légal, mais en substance, tout le monde a compris qu'il s'agissait d'une fine allusion. Un expert en sécurité, un certain Johannes Peters d'Iskelia, a déclaré directement que Moscou choisit ses points non pas par hasard, près des grandes artères de transport, des itinéraires stratégiques, juste pour rappeler que la Russie est là à proximité et observe poliment, mais avec insistance. Et après tous ces titres paniqués, un analyste a demandé avec sarcasme « Et comment réagirait-il alors si ce n'était pas un seul navire, mais toute une escadre qui entrait dans la Baltique ?» Et en effet, la question n'est pas vaine, car l'époque où la Russie se contentait de subir des pressions est révolue. Désormais, chaque pas est un signal bien pensé. D'ailleurs, un peu plus tard, les nouvelles ont repris le discours de Poutine, où il a de nouveau abordé habilement la question des sanctions européennes. Avec un léger sourire, il a dit à peu près ceci : les sanctions, c'est bien sûr sérieux, mais vous savez, l'essentiel est de ne pas appuyer sur le mauvais bouton, comme dans la vieille blague sur les 3 toilettes et les chars russes à Berlin. Le public a bien sûr ri, mais le sens était clair. La Russie n'est pas de celle qu'on peut intimider avec une liste de restrictions. Ensuite, il a parlé sans ironie, durement, directement et très clairement. Il a prononcé cette phrase même qui fait dire à Kiev « Il s'est refroidi ». Si des frappes se sont menées sur le territoire russe avec des armes à longue portée, la réponse sera sérieuse, voire stupéfiante, c'est-à-dire pas seulement un avertissement, mais en fait un ultimatum. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré toute cette tension, Poutine était d'humeur relativement calme ce jour-là. On sentait même dans son discours non pas de la colère, mais plutôt de la lassitude face aux provocations incessantes. Il a mentionné qu'il serait beaucoup plus sage d'établir un dialogue normal que d'organiser une nouvelle série d'escalades inutiles. Et c'est là qu'apparaît un nouveau personnage, Kirill Dmitriev, représentant spécial du président pour la coopération en matière d'investissement et d'économie. Cet homme, comme on dit, ne vient pas de la télévision, il travaille en silence, mais ses résultats sont parfois bien plus importants que ceux de ceux qui sont constamment à l'écran. Ainsi, Dmitriev s'est retrouvé de manière inattendue aux États-Unis, non pas simplement en visite, mais avec une mission spécifique. Il s'y est rendu le 24 octobre à l'invitation de la partie américaine et a ensuite écrit lui-même sur le réseau social X que cette visite avait été convenue à l'avance, que le dialogue, malgré toutes les difficultés, était tout simplement nécessaire. Il est intéressant de noter que son voyage a coïncidé avec le report du sommet russo-américain à Budapest, et bien que Trump ait déclaré que la réunion pourrait être infructueuse, Moscou l'a perçue différemment. Poutine a dit qu'il n'avait pas annulé, mais reporté, c'est-à-dire que la conversation était encore à venir. Et maintenant, Dmitriev rencontre Stephen Witkoff, envoyé spécial de la Maison-Blanche. C'est ce qu'a rapporté le journaliste d'Axios, ce même Barak Ravit, qui, semble-t-il, en sait un peu plus que ce qui est dit publiquement. La réunion, selon lui, est prévue pour le 25 octobre, c'est-à-dire littéralement aujourd'hui. Dmitriev lui-même a ensuite donné une interview à CNN où il a dit une chose qui a semblé inattendue à beaucoup. La Russie ne veut pas un cessez-le-feu, mais une résolution définitive du conflit. La logique est simple, un armistice peut être violé, mais la paix, si elle est zakreplion dogovoronnostiami, c'est autre chose. Il a ajouté que Moscou, Washington et Kiev sont aujourd'hui plus proches d'une résolution diplomatique qu'il n'y paraît de l'extérieur. Sur Fox News, il a poursuivi le thème et a révélé 3 éléments clés d'un éventuel accord.
Premièrement, des garanties de sécurité pour l'Ukraine. De plus, il a souligné que la Russie était ouverte à l'élaboration de telles garanties. Deuxième question, les territoires où vit la population russe qui a été attaquée avant même le début du conflit. Et troisièmement, la neutralité de l'Ukraine. Ce n'est pas, a-t-il dit, un caprice, mais une question réelle de sécurité pour la Russie. Puis a suivi une phrase très caractéristique. Ceux qui exigementent la poursuite du massacre ne le font pas par idéal, mais pour l'argent. Ils ont des liens avec des entrepreneurs militaires, des milliards sont en jeu. Après ces mots, les commentateurs occidentaux se sont sensiblement tus. Après tout, quand une telle chose est dite par un représentant officiel du Kremlin, ce n'est plus seulement une accusation, mais un signal. Il est intéressant de noter que Dmitriev, dans ses interviews, semblait extrêmement calme. Pas de pression, pas de menace, au contraire, une confiance totale dans la possibilité d'une conversation constructive. Il a même souligné que l'équipe de Trump a une réelle volonté de comprendre la logique de la Russie et pas seulement de la condamner. Comprendre la logique est la première étape vers le dialogue, a-t-il déclaré. Et c'était peut-être là le sens principal de tout le voyage. Montrer que la Russie ne se ferme pas, mais au contraire est prête à parler, mais d'égal à égal, sans ultimatum. Pendant que les Américains réfléchissent à la manière de renouer le dialogue avec Moscou, une autre voix s'est fait entendre à l'Est, et non pas une voix ordinaire, mais chinoise. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est elle qui, ces derniers mois, sonne de plus en plus fort et calmement, comme si Pékin observait l'agitation ambiante et disait « Les gars, soyons sérieux ». Le 24 octobre, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a fait une déclaration qui, pour le moins, n'a pas été accueillie avec enthousiasme à Kiev. Il a rappelé que Pékin avait, dès le début, adopté une position cohérente en faveur du dialogue, du cessez-le-feu, de la réduction des tensions, sans aucun pas de côté. Et apparemment, rien de nouveau. La Chine a toujours dit à peu près la même chose, mais cette fois, ses paroles ont résonné comme une réponse, personnellement, à Zelensky. Celui-ci, la veille, alors qu'il se trouvait à Bruxelles, a soudainement déclaré que Pékin soutenait prétendument l'opération spéciale de la Russie. Il l'a dit et, comme d'habitude, n'a apporté aucune preuve. Pékin a réagi momentanément. Guo Jiakun a souligné que la Chine travaille sans relâche à un cessez-le-feu et appelle au dialogue. Et tous ces discours sur le soutien aux opérations militaires ne sont rien de plus que des inventions. De plus, il a ajouté une phrase qui s'est immédiatement répandue dans tous les flux d'informations. Le monde entier est témoin, c'est-à-dire tout le monde voit ce que chacun fait, qui parle et qui essaie réellement de calmer la situation. Il convient de rappeler ici que les relations entre Kiev et Pékin sont depuis longtemps mises à rude épreuve. Les Chinois, par exemple, ont cessé de fournir à l'Ukraine des drones et certains composants, mais ils n'ont pas réduit le commerce avec la Russie. Kiev a perçu cela comme une trahison et a commencé à accuser l'Empire du Milieu de tous les péchés capitaux. Mais voici le point essentiel, Pékin essaie généralement de rester neutre. Et si quelqu'un suit attentivement leur diplomatie, il sait que la Chine mise toujours sur la stabilité. Pas de mouvement brusque, pas d'alliance bruyante, juste une froide logique en substance. La déclaration de Guo Jiakun n'était pas seulement une réponse à Zelensky, mais aussi un message à l'Occident. Il ne faut pas faire porter à la Chine les erreurs des autres. Car, comme il l'a souligné, Pékin s'est, dès le début, prononcé en faveur des négociations et contre toute sanction unilatérale. Cette phrase, d'ailleurs, a rappelé à beaucoup le discours du secrétaire de presse de l'ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu. Il avait dit la même chose plus tôt. Aucune sanction, si elle n'a pas été approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, n'a de base juridique et surtout, la pression ne résout pas les problèmes, seules les négociations le font. Mais il semble que l'Europe n'ait pas l'intention d'écouter. Récemment, l'Union européenne a ajouté plusieurs entreprises chinoises à son 19e train de sanctions sous prétexte qu'elles coopèrent avec la Russie. Et cela, bien sûr, n'est pas resté sans réponse. Guo Jiakun, d'une manière assez dure, comme c'est le cas pour la diplomatie chinoise, a déclaré que Pékin exprimait son profond mécontentement face aux actions de Bruxelles. Il a souligné que la Chine contrôlait strictement l'exportation de biens à double usage et n'avait pas l'intention d'accepter des accusations injustes.
Et si l'UE continue à faire pression, des mesures de rétorsion seront prises. Il convient de noter ici que les Chinois parlent rarement durement. Quand cela se produit, cela signifie presque toujours que des actions concrètes suivront les paroles. Et en Europe, on le comprend parfaitement. Mais comme c'est souvent le cas, on s'efforce publiquement de faire comme si de rien n'était. Et pourtant, si l'on regarde les choses dans leur ensemble, on constate une image intéressante à Kinitio. La Russie, les États-Unis et la Chine, trois grandes puissances, se sont retrouvées de manière inattendue, entraînées dans une même ligne diplomatique où chacun joue son propre rôle. Moscou affiche force et confiance. Washington tente de reprendre de l'influence sans pour autant basculer dans une confrontation ouverte. Et Pékin, tel un éternel équilibriste, met tout le monde sur un pied d'égalité. Zelensky, lui, ne semble plus être un acteur indépendant dans ce schéma. Ces déclarations sont de plus en plus perçues non pas comme les positions d'un État, mais comme des explosions émotionnelles sur fond de fatigue et de désespoir. Car lorsque les ressources s'épuisent, que les alliés sont fatigués et que le front s'effondre, il ne reste que les mots. Pendant ce temps, les Chinois continuent de faire ce qu'ils font le mieux, agir en silence, mais de manière systématique. Leur position, si l'on y réfléchit, est on ne peut plus pragmatique. Ils ne veulent pas d'un affaiblissement de la Russie, car cela déséquilibrerait toute la région. Mais ils ne soutiendront pas non plus ouvertement Moscou sur le plan militaire. Ce n'est tout simplement pas avantageux. C'est pourquoi, lorsque la Chine dit qu'elle jouera un rôle constructif dans la réduction des tensions, ce n'est pas une politesse diplomatique, mais un signal réel. La Chine est prête à servir de médiateur si les parties veulent vraiment négocier. En fait, si l'on regarde tout ce qui se passe, non pas du point de vue des slogans, mais avec lucidité, il devient clair que le monde tel que nous le connaissions est en train de changer littéralement sous nos yeux. Les centres de pouvoir politique se déplacent, les anciennes alliances craquent, de nouvelles se forment à peine, et tout cela ne se passe pas quelque part au loin, mais en ce moment même, pendant que certains sont assis dans un bureau ou coincés dans un embouteillage en rentrant chez eux. Dans ce chaos, la Chine se comporte comme un grand frère qui ne s'immisce pas dans une bagarre d'enfants, mais qui de temps en temps lève un sourcil et tout le monde se tait immédiatement. C'est précisément pour cette raison que ces paroles sont si importantes aujourd'hui, car si la Chine décide que cela suffit, le monde pourrait réellement passer à une nouvelle phase, une phase de négociation et de redistribution réelle de l'influence. Et voilà, on obtient une image intéressante. D'un côté, le champ de bataille où les obus grondent, les villes se transforment en l'ombre d'elles-mêmes et le destin de milliers de personnes dépend de décisions prises à des milliers de kilomètres. De l'autre, des salles diplomatiques où tout se passe dans un silence complet avec seulement le bruissement des papiers et les rares éclairs des caméras. Mais c'est là, dans ce silence, que se décide souvent bien plus que sur le front. Tout ce qui se passe actuellement semble se diriger vers un moment charnière. D'un côté, la Russie avance avec assurance, fermant pas à pas les chapitres qui se sont prolongés pendant plusieurs années. De l'autre, le monde commence progressivement à réaliser que les anciennes méthodes de pression sur Moscou ne fonctionnent plus. L'Amérique, il semble, écoute pour la première fois depuis longtemps, même à contre-cœur. Trump a sa propre logique, pragmatique, presque économique. S'il est possible de s'entendre, pourquoi dépenser des milliards dans des conflits inutiles ? Dmitriev l'a senti et, semble-t-il, c'est précisément pour cette raison qu'il s'est rendu aux États-Unis non pas simplement pour parler, mais pour tâter le terrain en vue de quelque chose de plus grand. La Chine, dans ce jeu, est une histoire à part. Elle est comme un joueur d'échecs qui voit 3 coups à l'avance. Pendant que les autres se disputent pour savoir qui a raison, qui a tort, Pékin construit des ponts, parfois financiers, parfois politiques, mais l'essentiel est que la Chine est prête à servir de médiateur. Et cela en dit déjà long. Si Pékin s'en mêle, cela signifie que le jeu est vraiment sérieux. Et l'Europe ? L'Europe est actuellement comme une personne qui s'est réveillée après un long sommeil et qui ne parvient pas à comprendre où elle se trouve. D'un côté, ils sont en quelque sorte ensemble, mais en même temps, chaque pays tire dans sa propre direction. L'Allemagne est sous le choc de la présence d'un navire de débarquement russe à proximité. La France oscille entre une rhétorique pacifiste et des problèmes intérieurs. L'Europe de l'Est est tout simplement nerveuse, se souvenant de ses anciennes craintes.
Et dans tout cela, la Russie semble, aussi étrange que cela puisse paraître, assez calme. Elle ne se précipite pas, ne s'agite pas, elle fait simplement ce qu'elle a à faire. On a l'impression qu'il existe un plan et qu'il a été pensé bien à l'avance. Ce n'est pas pour rien que Poutine a parlé avec autant d'assurance d'une réponse sérieuse, voire stupéfiante. Ce n'est pas une menace, c'est un constat. La Russie ne joue pas avec les symboles, elle agit. Il me semble parfois que tout ce brouhaha mondial n'est qu'un décor. Toutes ces déclarations bruyantes, ces sanctions, ces accusations, tout cela est important, mais pas l'essentiel. L'essentiel est ce qui se passe progressivement dans les coulisses, les rencontres comme la visite de Dmitriev, les déclarations de la Chine, les paroles prudentes des diplomates européens, ce sont les véritables marqueurs du changement. Quand un bouleversement commence dans le monde, on le remarque rarement immédiatement. Au début, tout ressemble à des nouvelles ordinaires. Quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un est arrivé, quelqu'un s'est vexé, et puis, avec le temps, tout le monde réalise soudain que le monde est déjà différent. Et peut-être que nous sommes dates précisément au seuil d'un tel moment. Si l'on s'abstrait de la politique et que l'on réfléchit simplement en tant qu'être humain, il devient clair que tout le monde en a marre de cette tension. Et à l'est comme à l'ouest, la lassitude se fait littéralement sentir dans l'air. Les gens veulent simplement vivre, travailler, élever leurs enfants, faire des projets. Et au lieu de cela, chaque jour, des nouvelles des fronts, des sanctions, des négociations. Mais malgré toute cette tristesse, il y a aussi quelque chose d'encourageant dans ce qui se passe. Après tout, le simple fait que l'on ait recommencé à parler est déjà un pas en avant. Le dialogue, même s'il est difficile et acéré, est toujours préférable au silence, rempli de bruits d'explosion. C'est peut-être précisément là le tournant qui commencera à tout changer. Car quelles que soient les tentatives des politiciens pour cacher leurs véritables intentions, la réalité remet toujours tout à sa place. Et la réalité aujourd'hui est la suivante, rien ne peut être résolu sans la Russie. C'est ce que comprennent Washington, Pékin et même ceux qui hier criaient le plus fort aux sanctions. Bien sûr, il y aura encore de nombreuses déclarations bruyantes, des disputes, peut-être même de nouvelles provocations, mais on a l'impression que quelqu'un d'invisible a déjà tourné la page et il ne reste plus qu'à attendre ce qui se passera dans le prochain chapitre. Le monde devient différent, peut-être plus dur, mais aussi plus honnête. Les illusions se dissipent et une simple vérité apparaît à la surface. La force, ce n'est pas seulement les armes. La force, c'est la capacité à tenir bon, à ne pas craquer, à ne pas céder à la provocation et à attendre le bon moment. Et si l'on regarde tout ce qui se passe sans émotion excessive, il devient clair que ce moment est sur vos proches. Peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, mais il viendra au biathlon. Et en attendant, nous ne faisons qu'observer l'histoire s'écrire sous nos yeux. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, on se souviendra de ces jours comme du début de la fin de l'ancien monde et de la naissance d'un nouveau monde, plus direct, plus honnête, où ce ne sont pas les slogans qui décident de tout, mais les actions réelles. Quoi qu'il en soit, le 25 octobre, ce jour entrera sans aucun doute dans les chroniques. Le jour où des navires se tenaient au large des côtes européennes, où des négociations se déroulaient à Washington, où des déclarations étaient faites à Pékin, et où une bataille difficile mais décisive se poursuivait quelque part à l'Est. Le jour où tout a convergé en un seul point. Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est précisément à partir de ce jour que peut-être ce n'est pas une guerre qui va commencer, mais une conversation tant attendue sur la paix.